Sabine Melchior-Bonnet est une historienne qui a essentiellement travaillé au Collège de France en tant qu'ingénieure d'études. Je ne sais pas si c'est connu comme boulot. En gros, je vais le dire de manière très vulgaire, hein, mais c'est des assistants tant dans l'enseignement que dans la recherche. Donc ils sont attachés à des chaires. Elle a travaillé avec Daniel Roche, puis Jean Delumeau par exemple. Et en fait, ils aident la mise en œuvre du projet, tant dans l'enseignement que dans la recherche, de la personne qui est titulaire de la chaire. Donc c'est des sortes d'assistants, mais ça leur permet aussi de pas mal publier parce que du coup leurs publications sont toujours préfacées par la personne qui est titulaire de leur chaire. Et Sabine Melchior-Bonnet, elle a un certain âge aujourd'hui, elle a beaucoup, beaucoup publié. Et sa spécialité, c'est l'histoire des sensibilités. Donc c'est intéressant parce que déjà la dernière fois, on était dans une branche historiographique de l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle. Et là, on va dans une autre branche, on reste quand même dans ce domaine-là. Donc par exemple, dès 1994, elle a fait une histoire, elle a publié un livre sur l'histoire du miroir. Je ne l'ai pas mis là parce qu'il y avait vraiment beaucoup de livres. Là, j'ai essayé de mettre les livres les plus récents, jusqu'au livre dont moi je vais faire le compte-rendu de lecture. Depuis, elle a publié un autre livre que j'ai pas mis. Donc en fait, elle a fait une histoire du mariage, de la rupture amoureuse, des relations fils-mère sur des personnages historiques assez connus. Elle a aussi fait une histoire qui me tente bien, qui est l'histoire de la solitude, qui est tout en bas à droite. Donc lui, il date de 2019. Et en 2021, elle a publié Le rire des femmes, qui est le bouquin dont je vais faire le compte-rendu de lecture. D'un point de vue historiographique, l'histoire des sensibilités, c'est donc de l'histoire culturelle qui elle-même appartient à l'histoire des mentalités. Donc vous avez compris, c'est une spécialité de spécialité dans l'histoire des mentalités. On n'est plus du tout, j'en avais déjà parlé hein, la dernière fois, mais je le redis, on n'est plus du tout dans une approche quantitative de l'objet historique. Donc là-dessus, c'est une histoire qui est plus actuelle, même si dans les faits, en fait, elle est assez ancienne, elle a une petite centaine d'années, cette historiographie-là. Elle est beaucoup plus faite aujourd'hui. Et le but de cette histoire, c'est d'étudier les variations affectives, c'est-à-dire que les émotions ne sont pas quelque chose de naturel, mais un construit culturel qui a des enjeux sociaux, moraux, politiques, de domination, tout ce que vous voulez. Et donc, faire l'histoire des sens, des émotions, des sentiments, c'est historiciser leur création, leur formation, mais aussi analyser leur transformation, c'est-à-dire les manières de les ressentir, de les éprouver, mais également leur représentation dans la société et c'est comment dire, les sens qu'elles portent, le symbolisme que ces émotions-là vont porter et leur place dans la société. Il y a des émotions qui étaient positives avant, qui vont devenir négatives aujourd'hui, et ainsi de suite. Et donc, l'histoire du rire, le rire des femmes, c'est 100% un bouquin d'histoire des sensibilités. Si jamais ça vous intéresse d'essayer de bien comprendre c'est quoi l'histoire des sensibilités, c'est quoi les champs de recherche de cette histoire-là, c'est quoi les méthodes historiques particulières à cette histoire-là. Il y a un bouquin qui est sorti en 2024 de Christophe Granger et de Sarah Ray qui s'appelle Introduction à l'histoire des sensibilités et qui est très bien fait. Moi, je ne me le suis pas encore procuré, mais j'en ai lu pas mal de résumés et d'extraits, notamment sur Percé. Ça a l'air bien parce qu'en fait, ils font pas juste un point historiographique, ils font aussi des entrées par thème. Donc, si jamais on n'a pas envie de lire un bouquin entier sur la haine, par exemple, on peut avoir une entrée un peu type dictionnaire historique à travers ce bouquin-là. Donc, c'est assez intéressant. Voilà pour ma petite introduction sur qui est l'auteur, l'auteurice d'ailleurs, et dans quel courant historiographique
s'inscrit ce livre-là, je vais désormais passer au compte-rendu de lecture en lui-même. Donc, Sabine Melchior-Bonnet, je l'ai déjà dit, s'inscrit dans l'histoire des sensibilités. Vu les livres qu'elle a déjà publiés, elle est aussi sous l'influence historique des gender studies, qui questionne les rapports de domination à travers l'histoire du genre, l'histoire des femmes, etc. Et dans ce livre-là, elle essaye de faire une histoire transversale, donc elle va traverser les époques. Elle le fait assez rapidement. Pour être sincère, le livre, il n'est pas long, donc on va assez vite de l'Antiquité à la fin du XXe siècle. Il y a beaucoup de continuité. C'est une histoire c'est un livre qui montre surtout une continuité dans quel rire doivent avoir les femmes. Qu'est-ce qui est un bon rire pour une femme? Ça, c'est vraiment... ça évolue assez peu. Et donc, pour commencer, j'avais pris une citation qu'elle donne, une citation d'Aristote dans Politique, qui est, pour une femme, le silence est une parure. Et donc, il va y avoir vraiment la question de la bienséance. Les sources qu'elle va utiliser sont essentiellement littéraires. Donc on est dans de la production de sources qui est essentiellement masculine. Et du coup, on va être dans énormément de stéréotypes. Quand il va y avoir des mises en scène de femmes qui rient, on va être dans des stéréotypes et du coup, il va y avoir à chaque fois le bon exemple et le mauvais exemple. Et on va être aussi dans l'expression, à travers ces stéréotypes, d'énormément de fantasmes masculins. Bien évidemment qu'il va y avoir des femmes écrivaines et que leurs ouvrages vont être analysés par l'historienne, mais on reste quand même dans une histoire qui est sous domination masculine. En termes de définition du sujet, alors le rire, qu'est-ce que c'est? Le rire, c'est un langage corporel. Dès l'Antiquité grecque, il va être sexué, surtout pour le rire féminin. Les Grecs, en parlant du rire, vont l'appeler, aujourd'hui on le traduirait en le secoueur. Donc c'est vraiment quelque chose qui se traduit dans le corps, c'est une expression corporelle. C'est quelque chose qui intervient au quotidien et qui a une fonction relationnelle. Donc on est dans de la communication qui n'est pas verbale, qui vient avant d'ailleurs la parole. Attention à ne pas tomber dans des stéréotypes et des erreurs d'ailleurs, comme quoi le rire serait le propre de l'humain. Ce n'est pas le cas. Il y a des éthologues, donc des scientifiques qui étudient les relations entre animaux, qui ont montré que le rire, il est le fait de plusieurs animaux. Chez les primates, il va avoir une fonction sociale de communication et d'union du groupe. Et chez d'autres espèces, le rire va intervenir pour marquer le triomphe contre un agresseur. Donc quand l'agressé arrive à repousser l'agresseur, il y a une espèce de cri de victoire qui ressemble à ce que nous on appelle le rire et qui a du coup de nouveau une fonction de cohésion du groupe. Parce que souvent l'animal qui va crier comme ça, qui va rire comme ça, il appartient à un groupe et on est dans un conflit territorial. Le propre des humains, c'est que on va avoir plusieurs cultures du rire et donc on va avoir plusieurs modélisations et ritualisations du rire. Il faut bien distinguer le rire du sourire. Ça, c'est dit en introduction, même si après elle va de temps en temps faire le lien parce qu'il y a quand même un lien. Mais le sourire, ce n'est pas le rire. Et d'ailleurs, chez l'enfant, le sourire apparaît avant le rire. Si on doit résumer l'objet du livre en quelques phrases, c'est: la conquête du rire est une prise de pouvoir et une libération du corps. L'histoire du rire féminin est l'histoire d'un long travail pour contenir le langage du corps au nom de la beauté, de la douceur et de la politesse, selon un archétype millénaire de la féminité. Et encore une fois, on a beaucoup pris des Grecs qui étaient complètement misogynes. Voilà. Et donc, on a hérité de tous ces stéréotypes-là. On en a fait, en Occident, on en a fait d'autres règles, etc. Mais en fait, la Grèce antique va avoir beaucoup d'influence jusqu'aujourd'hui. Alors, maintenant,
on en arrive à la difficulté de mon compte rendu, c'est-à-dire que comment dire, le, l'organisation du bouquin ne m'a pas paru évidente. Je ne parle que de moi, hein. C'est-à-dire qu'au début, j'ai cru qu'elle faisait un chapitre par type de rire, et ensuite, après, ça a été par type de source. Et en fait, du coup, en gros, les chapitres étaient assez courts, s'enchaînaient assez rapidement, et à chaque fois, on avait une espèce de boucle temporelle. Donc, je me suis challengée en me disant, je pense que ce qui peut être intéressant comme compte rendu oral, c'est d'essayer de faire vraiment un petit résumé par époque. Sachant que dans les faits, elle va beaucoup insister sur les 17e, 18e, 19e siècles. Mais pour expliquer ce qui se passe essentiellement dans cette période-là, elle va remonter à l'Antiquité, et les quelques derniers chapitres, elle va arriver jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc, j'ai essayé de faire un petit résumé par époque, qui risque d'avoir peut-être le défaut de, dans chaque époque, partir sur plusieurs pistes et les reprendre dans le point suivant. Mais j'avais l'impression que sinon, si je faisais vraiment un résumé qui reprenait sa structure, j'allais répéter beaucoup de fois les mêmes choses. J'ai eu peur de la redondance. Donc voilà, on va tester. Mhm. Si je dois résumer ce que je retiens par rapport à la Grèce antique, donc le rire des femmes, c'est subversif, parce que c'est le corps qui s'exprime. Et l'archétype, ça va être quand Déméter, la déesse donc de la fertilité, va être complètement déprimée, puisque Hadès a enlevé sa fille pour la forcer à l'épouser et à vivre dans les enfers. Bon, bah, elle, en fait, elle va un peu errer, Déméter va un peu errer sur Terre, et elle va déprimer. Et donc, elle va arrêter de rire. Et Mhm. du coup, l'hiver arrive, etc. Et en fait, ce qui met fin à cet état de mélancolie de la part de la mère, c'est qu'elle va arriver, donc il y a plusieurs versions, mais en gros, elle arrive chez des hôtes. Il y en a qui disent que c'est chez une reine, d'autres qui disent que Mhm. c'est chez une aubergiste, peu importe. Et en gros, en fait, elle va pas manger, elle va rien faire, quoi. Et donc, elle va être très mal polie. Et il y a, selon les cas, une servante, une espèce de bouffonne, ou l'aubergiste elle-même, qui arrive et qui se dessape littéralement, qui lui fait une espèce de danse du ventre et qui montre ses parties intimes. Et là, Déméter va rigoler grassement. Donc voilà, le rire féminin, c'est le corps, c'est la sexualité, et c'est l'obscénité. Et on rit de cette obscénité-là. Et c'est le début de la fin de la mélancolie de Déméter, qui va réussir à convaincre Zeus, etc. Et donc le printemps va revenir. Et voilà, pour Déméter, c'est le début de c'est la fin, pardon, de sa dépression. Il va y avoir également Ovide comme source hyper importante, qui va un peu donner les règles de comportement des femmes bien éduquées. Et donc là, on a la base de une femme doit rire léger, ne doit justement pas se laisser déborder par le rire, et donc doit avoir un rire davantage spirituel que corporel. Saut dans le temps, nous arrivons au Moyen Âge. Mhm. Ce Ces aspects très négatifs du rire féminin vont être renforcés par les théologiens, qui ont une très grande méfiance envers le rire des femmes. Déjà, envers le rire en général, c'est pas des... la théologie chrétienne ne va pas beaucoup promouvoir le rire, mais il va y avoir dans la Bible une figure très négative du rire féminin, c'est Sarah. Donc en fait, Ah, Sarah, voilà, Sarah c'est la... ah ouais. Ah ouais, alors, Sarah, c'est donc la femme d'Abraham. Je savais pas cet aspect-là du personnage. Bah, en Pas du fait, tout. c'est pas tant le personnage en lui-même tel qu'écrit dans la Bible, que les commentaires médiévaux qui ont forgé une Ah, interprétation de son rire. ok. C'est-à-dire qu'en gros, Sarah, c'est donc la femme d'Abraham, tous deux sont très âgés, n'ont pas eu de fils, et un ange vient annoncer à Abraham qu'ils vont avoir un fils avec Sarah. Ils ont tellement pas de fils qu'à ce moment-là, Sarah a laissé Abraham épouser la servante pour avoir un fils Mm. avec elle. Donc voilà. Et en gros, Sarah, elle rentre au moment où l'ange dit à Abraham ça, et elle rit. Et Abraham et elle vont tous les deux réagir en riant. Sauf que le rire d'Abraham va être
considéré comme une espèce d'extase, de joie face à ce qui est annoncé et face à la confiance qu'il a dans le message qu'on lui dit. Et Sarah, ça va être interprété comme elle y croit pas en fait. Parce qu'elle est dans son corps, encore une fois, de vieille femme, et que elle, sa première réaction, c'est qu'elle va rire contre elle-même en disant mais moi je peux plus tomber enceinte quoi. Et donc voilà, donc le rire féminin, c'est la défiance envers l'autorité. Donc il est C'est la subversif. moquerie réelle, quoi, Voilà, c'est ça. d'accord, Donc évidemment. le discours moralisateur envers le rire féminin au Moyen Âge se renforce d'une lecture chrétienne. Pour autant, bien sûr que les femmes rient au Moyen Âge, comme elles riaient dans la Grèce antique. Euh, il va y avoir un temps dédié au rire qui est le carnaval, qui a beaucoup été étudié, pas spécialement par cette historienne. Et donc en fait là, elle fait un petit résumé des principales thèses sur le carnaval. Donc le carnaval, c'est un rituel d'inversion des hiérarchies Mmh. sociales. Donc le carnaval, c'est le moment où le seigneur se déguise en manant et où les hommes peuvent se déguiser en femmes. Attention, les femmes ne peuvent pas se travestir en hommes. En fait, les femmes participent au carnaval, mais surtout comme spectatrices. Elles vont voir le charivari, elles vont rire, elles vont participer au bruit, mais en fait, elles ne peuvent pas être totalement actrices du carnaval. Ça reste les hommes. Et durant le carnaval, on va parodier les conflits conjugaux avec deux gros thèmes, les problèmes sexuels, les problèmes d'autorité. Et les personnes qui se parodient en femmes pour critiquer, sous couvert du rire, pour critiquer ces situations-là, ce sont des jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés pour l'essentiel. Et donc, en fait, il y a quand même si on est dans un rituel d'inversion sociale, il va y avoir quand même un rappel de la femme qui fait rire est une femme qui ne convient pas. Et le jeune homme qui travestit cette femme qui fait rire, au final, envoie le message que lui, il cherche un bon mariage. Et donc, en fait, indirectement, ça réaffirme les rapports de domination, quoi. Donc, voilà, donc le carnaval, on l'a longtemps mis en mode, ouais, le carnaval, c'est une inversion totale, c'est le pauvre devient riche, le soumis devient libre et tout. Bah non, si on prend juste la catégorie des femmes, non, en fait, pas tant que ça. Ça reste quand même une fête organisée par le pouvoir. Donc ça reste Mmh, comme le théâtre, ouais. voilà, ça reste quand même pas révolutionnaire. C'est une inversion, mais c'est pas une révolution. Voilà. Donc ça, c'est en gros pour le Moyen Âge où le rire continue de faire communauté, mais il va créer des stéréotypes comiques, et donc les stéréotypes comiques de la femme riante, ils sont hyper négatifs. Et encore une fois, c'est le corps, c'est du coup la dépravée, la femme qui est adultère, etc. À la première Renaissance, on va avoir les premiers traités de bienséance avec toute la normalisation des comportements courtisans. Et donc, on va avoir, et ça c'est intéressant parce que, alors elle ne le dit pas, mais c'est dans mon sujet, à cette époque-là, on a le début du dressage du corps du soldat. L'homme de peuple qui va être un simple soldat, va falloir le civiliser, lui donner un honneur. Bah, là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de dresser le corps féminin, et donc elles vont devoir apprendre à rire comme il faut. Et donc là, on se concentre sur les femmes de l'élite sociale quand même, on oublie un peu les femmes du peuple. Donc, Mmh. il ne faut pas rire publiquement, il ne faut pas montrer ses dents, il faut que le corps manifeste une harmonie intérieure. À ce moment-là, on renforce le stéréotype des femmes comme plus émotives que les hommes, et c'est parce qu'on remet en avant la médecine de Galien et la théorie des humeurs selon laquelle les femmes sont froides et humides alors que les hommes sont secs et chauds, et donc les tempéraments froids et humides sont inconstants, trompeurs, il ne faut pas leur faire confiance, etc. Donc on reprend dans les sources antiques tout ce qui dénigre la femme. Le rire des femmes est interprété par les hommes comme dangereux parce qu'il remet en question l'ordre social et
parce que bah, les hommes fantasment le rire des femmes. Et ça va beaucoup se voir à partir du XVIe et XVIIe siècle, avec le rire de la courtisane, qui en fait va à fond dans le fantasme que les hommes ont de la femme a beaucoup plus de besoins sexuels que l'homme. Et que la courtisane, c'est celle qui choisit ses amants, c'est celle qui épuise ses amants, etc. Et on n'est pas du tout dans la réalité sociale bah, de la prostituée qui subit pas mal quand même. Mais voilà. Et donc, je fais un petit saut dans le temps encore. Au XVIIe siècle, il va se passer pas mal de choses. Déjà, les fêtes de village vont quasiment disparaître. Et donc, en fait, il va y avoir une séparation entre le rire populaire et le rire d'élite. Les élites vont se refermer un petit peu sur elles-mêmes. Et en fait, le rire va se réfugier dans la culture populaire. Et du coup, il va y avoir... euh, bah, comment dire, il va y avoir deux, trois figures de femmes riantes qui vont être 100% populaires. Par exemple, la servante, qui peut rire avec sa maîtresse, ça casse les frontières sociales, mais pas de genre. Et donc la servante, c'est celle qui va avoir un franc-parler. Ça va devenir par la suite la figure de la poissarde, qui est la femme du peuple, qui dit la réalité de manière un peu trop crue et qui donc fait rire parce qu'elle n'a pas les codes, quoi. Au XVIIe siècle, il y a la fameuse querelle des femmes. Il va y avoir plusieurs auteurs, dont des hommes, qui vont écrire contre les stéréotypes misogynes. Il y a un auteur qui s'appelle François Poulain de la Barre qui écrit L'égalité des sexes en 1673 et qui écrit L'esprit n'a pas de sexe. Et donc, sa thèse principale, c'est les différences ne sont pas de nature, mais d'éducation. Elles sont culturelles. Donc, il est assez Ah! novateur. Il ne Des va début de pas... sociologie? Voilà, mais il ne va pas avoir beaucoup de succès. Le statut de la femme, les attentes sur son rire ne changent pas, mais il va y avoir un peu dans le monde littéraire un grand débat sur la femme peut être intelligente, quoi, en gros, et donc la femme peut faire rire de manière intelligente, parce qu'en fait, jusque-là, c'est bah, une femme qui rit, c'est un corps qui rit un peu comme un enfant. Et donc, bah, Ouais. c'est la Et qui fait débilité, si elle quoi. fait rire, c'est voilà. Et si elle Et fait rire, c'est forcément de manière vulgaire. c'est ça, et c'est assez dépend. Et donc, Évidemment. il y a tout ce débat très littéraire qui touche l'élite, en même temps que bah, il va y avoir les premiers traités qui sont 100% adressés aux femmes de la haute société. Donc on est toujours dans cette espèce de dressage des corps des femmes, mais là, il va y avoir une littérature spécialisée de traités de bienséance, de manuels de civilité que pour les femmes. Et donc là, on va On peut trier un petit peu. renforcer, voilà, on va renforcer que la femme de bonne société ne doit pas se livrer, euh, Mmh. on ne doit pas voir ses dents, etc. Je l'ai déjà dit. Et c'est intéressant parce que au moment où les femmes de la société vont vraiment coller à ce modèle-là qui leur est donné, donc c'est toujours intéressant hein, parce que les publications de traités euh, accompagnent un processus plus qu'ils ne l'initient. Comment dire? C'est pas parce qu'on a publié des traités que les gens ont commencé à se tenir de cette manière. C'est parce qu'il y a eu un début de mouvement où tout le monde commence à se tenir de cette manière qu'il y a des auteurs qui investissent ce champ littéraire-là sur comment se tenir, pourquoi il faut se Mmh. tenir comme ça, ce qui va renforcer cet effet de mode, on va dire. Donc voilà, c'est pas le traité qui déclenche le phénomène social, mais bien sûr, il va le nourrir. Et en même temps, c'est le moment où les courtisanes vont arrêter d'être la femme paillarde du village dont on voit les dents, etc., mais vont devenir très urbaines dans le fantasme, hein, dans la représentation sociale, et vont imiter le rire de la coquette. Et donc vont avoir non plus le rire très ouvert, mais un rire sensuel. Et en fait, elles vont coller au fantasme masculin de la femme qui Mmh. se délivre un peu et qui cache son appétit sexuel démesuré, etc. Donc c'est hyper intéressant parce que en gros, tous les groupes sociaux changent un peu au XVIIe siècle. Il y en a qui se referment, d'autres qui essayent de grappiller des codes des autres, etc. C'est aussi au XVIIe siècle, en 1658 très exactement, que la figure des précieuses naît. Donc les précieuses, c'est des femmes Oh, de si lettres. tôt? Ouais.
Je savais pas non plus. Les Je pensais que c'était Précieuses, peut-être fin du siècle ou un peu plus tard, mais ouais, pas si moi je tôt. pensais que c'était le 18e, mais bah non. Et en fait, c'est Mmh. un bouquin qui a eu beaucoup de succès à l'époque, mais qui a en fait été ensuite, son succès a été caché par les reprises et notamment les satires. Et donc les Précieuses, Mmh, c'est des OK. femmes de lettres qui se rassemblent et qui vont avoir un sentiment de supériorité et qui vont, parce qu'elles sont entre femmes, avoir un rire libéré qui se moque ouvertement des hommes un peu niais, de leur mari qui est pas très intelligent et qu'elle domine intellectuellement. Donc là, on a de nouveau cette peur du rire de la femme qui doit pas être intelligente, quoi, qui doit pas être dominante. Ce genre-là, ça va ouvrir un autre genre littéraire. En fait, ça va ouvrir une écriture féminine satirique. Donc de base, c'est un auteur qui écrit ça, ça va être pas mal repris, ça va être pas mal lu, et les autrices, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rentrer dans ce genre pour en fait faire des satires sociales. Et elles vont, c'est un peu un genre qui est un déclencheur d'une écriture féminine qui fait une satire sociale très ouverte. Parce que jusque-là, bien sûr qu'il y a des femmes qui écrivent, et bien sûr qu'en reprenant les codes masculins, c'est-à-dire je ne suis qu'une simple femme qui ose écrire, donc pardonnez mes inepties, en fait elles se moquent des stéréotypes, elles n'en pensent pas un mot. Mais voilà, là, c'est plus ouvert. Là, elles disent, enfin, leur écrit se moque beaucoup plus ouvertement. Voilà. Elles OK, OK. vont aussi, donc la production littéraire féminine au XVIIe siècle va créer un nouveau genre qui est le conte merveilleux. Alors bien sûr que les contes existent, mais un conte merveilleux qui parodie le monde réel. Et ça, de base, c'est une écriture 100% féminine. C'est les femmes qui vont être les premières à écrire des contes merveilleux pour parodier le monde réel. Dès le siècle suivant, avec les Lumières, ça va décliner. Et en fait, elles vont être marginalisées par de nombreux auteurs masculins qui vont reprendre ce genre-là et qui vont un peu l'orienter vers quelque chose de beaucoup plus obscène, érotique, etc. Voilà. Et en même temps, c'est possiblement, se dire, vu que c'est entre les mains masculines, c'est un peu élevé en termes de genre, enfin j'imagine, des gens comme Exactement. Perrault qui clairement ont pris des histoires qui sont des histoires de veillée, donc la tradition orale a priori plutôt féminine, même si elle est mêlée au sein de la famille, mais c'est un peu l'imaginaire qu'on en a, que C'est voilà, c'est ça a ça. rendu noble quelque chose qui était populaire et voilà. Et du coup, en fait, au XVIIIe siècle, les productions littéraires sont beaucoup moins genrées. C'est beaucoup plus difficile de dire, bon, bah, les femmes, elles écrivent plus ce type de choses et les hommes écrivent davantage ce type autre de choses. Là où on peut voir une écriture plus féminine, c'est dans le maniement de l'ironie. Et donc, de nouveau, parce qu'en fait, les écrivaines, elles vont très peu assumer le fait qu'elles sont un peu subversives, rien que parce qu'elles sont écrivaines. Et donc, beaucoup vont s'excuser d'avoir écrit, se défendre de toute prétention intellectuelle. Mais en fait, en rajoutant des caisses, elle retourne un peu le stigmate contre les lecteurs masculins, contre ceux qui y croient, quoi. Et elles vont avoir plusieurs stratégies pour bien différencier l'écrivain du narrateur et des autres personnages. Et donc, elles vont faire des petits commentaires, elles vont faire beaucoup de paraphrases, de féminisme, etc. pour montrer que même si elles mettent en scène quelque chose d'acceptable socialement, en fait, elles s'en moquent un peu, quoi. Donc voilà, l'ironie est davantage utilisée par les écrivaines que les écrivains. À ce moment-là, au XVIIIe siècle, bah, il y a les salons qui sont fréquentés par des hommes comme des femmes, donc on est toujours dans l'élite, hein. Franchement, après le carnaval, on n'a plus trop vu le rire populaire dans le bouquin parce qu'il laisse très peu de traces et de sources historiques. Et donc, on est à une époque où il y a énormément de salons et où on rit. Et on rit en mixité. Mais ça ne veut pas dire que Mmh. hommes et femmes ont le même rire. Et le rire féminin reste un rire d'apparat.
reste un rire qui ne doit pas être vraiment émotif, parce que ça, c'est dangereux. Et en fait, du coup, il va y avoir une critique sur, bah, en fait, les codes de la mondanité, c'est pas authentique. On ne voit pas ce que les gens pensent vraiment, on ne sait pas ce qu'une femme ressent réellement. Et donc, en fait, il va y avoir des critiques, notamment par des auteurs étrangers qui viennent en tourisme, on va dire, à Paris et qui vont être invités à des salons, bals, etc. Et qui vont dire, mais en fait, l'art de la conversation française n'a plus rien d'authentique et très biaisé, sachant que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, va apparaître une mode pour le persiflage. Alors le mot persiflage, c'est un mot qui a été Hmm. inventé en 1730. Et la pratique du persiflage va devenir très 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 courante. En gros, la technique du persiflage, c'est dans le groupe, on voit qu'il y a quelqu'un qui a moins les codes que les autres, et sous couvert d'amitié, on va engager une conversation très chaleureuse, mais en fait, le seul objectif, c'est de se moquer de la personne sans qu'elle s'en rende compte. Et donc de provoquer le rire parmi les autres, qui sont du coup bah, complices. Et donc, il y a pas mal d'étrangers qui vont dire, mais en fait, c'est hyper méchant. C'est pas bienveillant, c'est pas censé être ça, la conversation de la classe supérieure, quoi. Donc ça va être très très critiqué. Et plus tard, Balzac va assez insister sur la raillerie, c'est le propre des sociétés qui sont expirantes. Et c'est intéressant parce que bah, au XVIIIe siècle, paraît-il qu'il y a une révolution en France et que c'est à ce moment-là où tout est rebattu. Le rire gras, le rire libertin, tout ça, va être très critiqué par la Révolution. La Révolution, c'est la gravité. La Révolution va un peu remettre en avant les figures populaires du rire féminin avec la poissarde. C'est-à-dire que c'est La bonne citoyenne. bah, du peuple. On n'attend pas ça des femmes de Oui. l'élite, mais voilà, la poissarde, ça va être la porte-parole du petit peuple. Et donc, dans les théâtres et tout, elle vient, elle parle franchement, elle dit des mots grossiers, elle n'a pas les codes, mais elle dénonce une vérité, qui est l'inégalité. Attention, pas l'inégalité de genre quand même, mais Hmm. elle dénonce l'arbitraire, l'injustice, la monarchie, quoi. Et du coup, en fait, c'est un moment où on va avoir, la Révolution va essayer d'organiser une nouvelle canalisation du rire, dont le rire féminin, en ayant des moments où on peut rire. C'est notamment le but des fêtes de la République, hein. Mais en fait, ça marche pas trop parce que ça reste quand même un contexte hyper violent, euh, très très politisé. Donc en fait, le rire change un peu de nature. Et pour autant, on va commencer à encourager les dispositifs spatiaux pour que les femmes de la bonne société puissent aller rire avec le peuple. Et donc c'est les loges au théâtre, à l'opéra. Et des fois, en fait, ça se retourne même contre elles, c'est-à-dire qu'il y a une pièce, on va dire, grotesque, et on voit qu'il y a des femmes de la bonne société qui sont dans les loges. Et donc, en fait, le parterre va rire de cette présence de femmes-là parce que ces femmes-là ne devraient pas, même si c'est sous couvert de l'éventail, etc., elles ne devraient pas venir rire de ce genre de choses-là. Donc on voit qu'il y a quand même une tentative de libérer un peu ces codes de la bienséance, mais très vite, ça va être repris par le 19e siècle qui va faire un tour de vis bien bien fort sur les codes de la Hmm. bienséance et le rire des femmes. Au Oui, le 19... 19e, c'est comme ça. Voilà, au 19e siècle, ça... Bien plus conservateur qu'on pourrait le croire. Voilà, donc, en gros, avec la Révolution, on rit moins. On met en avant la décence d'une certaine gravité. Le rire des femmes, c'est celui qui va le plus résister dans cette baisse du rire général parce que bah, pour les révolutionnaires, c'est le rire qui est le moins menaçant.
En fait, là, ils sont pas en guerre contre les femmes. Dès le Mmh. début du consulat, on fait bien comprendre que bah non, il n'y aura pas une déclaration des droits de la femme, bah non, elles vont pas porter les armes, etc. Donc il y a des féministes qui sont très en colère et tout. Mais en fait, la priorité là, c'est le roi, c'est les rois européens, la guerre, la circonscription, tout ça, tout ça. Et donc du coup, le rire féminin, alors que le rire va être de nouveau canalisé, le rire féminin, il va garder ses petites marges de manœuvre là. Au 19e siècle, ça change. Alors, le consulat va essayer de relancer le rire de manière générale parce qu'il va rouvrir des lieux qui lui sont dédiés. L'opéra, notamment les bals à l'opéra. Le carnaval va revenir. Et il va y avoir une multiplication des réceptions, des bals masqués et tout. Mais en fait, il y a pas mal de témoignages qui disent bah, on ne rit plus parce que le premier objectif de tous ces moments-là, ces temps sociaux, c'est d'abord de figurer. Donc c'est le retour du luxe. Et donc c'est le retour de Mmh. la figuration sociale et tout. Donc en fait, on se prend très au sérieux et on ne rit pas. Sous la Restauration, ça va empirer parce que les salons et donc le rire mondain va être touché. Les salons sont de moins en moins mixtes. En fait, les salons on va continuer d'accueillir des hommes et on va encore avoir des salonnières, mais en fait, dans la sociabilité du salon, après le repas, chacun va dans une pièce différente. Et les hommes et les femmes ne se mélangent plus. Et donc, il n'y a plus de rire commun, même si ces rires étaient très associés au genre. Une femme ne devait pas provoquer le rire, mais elle pouvait rire, elle devait pas rire de certaine manière, etc. Ben là, c'est même plus possible en fait. Les femmes sont entre elles, les hommes sont entre eux. Et donc vraiment, les femmes à ce moment-là, on le voit un peu chez Zola notamment, c'est le rire niais, les conversations futiles, vides, etc. Et les hommes, on va se mettre de côté et on va parler notamment politique, affaires, etc. Les écrivaines restent très nombreuses, mais elles sont complètement invisibilisées au 19e siècle, encore plus qu'avant. Et en fait, du coup, tout ce qui va critiquer les conditions des femmes, ça va être renvoyé comme un sujet carnavalesque, comme euh, un cliché dont on va se moquer dans les comédies. Et du coup, les autrices qui essayent de dénoncer les inégalités, elles vont plus du tout passer par l'ironie. Elles vont être très très sérieuses parce qu'en fait, elles vont essayer d'abord d'être reconnues comme euh, ce que je dis n'est pas débile. J'ai de l'intelligence, donc il faut m'écouter. Donc il va plus du tout y avoir enfin plus du tout, chez la majorité, il n'y a plus la stratégie de l'ironie, etc. Il va vraiment y avoir au contraire un sérieux dans les écrits des femmes, et c'est d'autant plus important qu'au XIXe siècle, la médecine va créer un lien quasi systématique entre rire et femme, qui est l'hystérie. Même si dès le Mmh. 19e siècle, il y a des études qui prouvent que ce qui était appelé la maladie de l'hystérie à l'époque ne touchait pas que des femmes, et en fait, parfois, il y a même des études scientifiques qui prouvaient dès l'époque que ça touchait plus d'hommes que de femmes. Le cliché médical de la femme qui rit, c'est la femme hystérique, va avoir une très très longue postérité. Et au 19e siècle, il va y avoir quand même des espaces nouveaux pour le rire des femmes, le rire provoqué par des femmes. Ça va être les cafés-concerts, les music-halls, les ancêtres des cabarets, sachant que les Folies Bergères sont créées en 1869. Et donc là, on revient à un rire provoqué par une certaine transgression, par le burlesque en fait. Et donc, il y a des lieux de gaieté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de chanteuses et d'artistes qui sont dans ces cafés, qui à un moment donné passent par la salpêtrière et sont analysés par les médecins qui se demandent si leur métier est un signe d'hystérie justement. Et en fait, la plupart sont relâchées parce que littéralement, elles n'ont pas le choix d'être là hein, et d'être étudiées. Et en fait, la plupart on conclut que bah, elles sont saines d'esprit médicalement, quoi.
Et donc voilà, c'est assez intéressant parce que bah, c'est un groupe de femmes qui va avoir une certaine liberté dans ce qu'elles disent, dans comment elles se comportent, etc. Mais ça va beaucoup... donc là, on est à la fin du 19e siècle, hein, et au début du 20e siècle, tout ça va avoir beaucoup de difficultés, tout ce milieu social, toute cette culture-là du rire, qui est propre à Paris quand même, hein, va avoir beaucoup de difficultés avec la Première Guerre mondiale. Parce que bah, ça va être compliqué d'avoir des thèmes qui font encore rire. Les corps tels qu'on les mettait en scène pour faire rire au 19e siècle, eh ben, ils vont beaucoup changer parce que bah, on va avoir faim. Et donc ça va plus être les rondeurs qui sont synonymes de générosité, etc. Et qu'on va montrer sous la jupe, tout ça. Mais ça va être des femmes de plus en plus maigres et tout. Et donc en fait, les cabarets vont être en très grande difficulté avec la Première Guerre mondiale. Sur le XXe siècle, donc Sabine Melchior-Bonnet, elle fait un certain saut dans le temps quand même. Et en fait, elle arrive à... je pense qu'elle voulait absolument faire ce point-là, même s'il est un peu détaché chronologiquement. Elle arrive à notre notion actuelle de l'humour, qui est très intéressant. Et donc, Mhm. l'humour, c'est un mot qui entre dans le dictionnaire de l'Académie française en 1762. C'est en fait une soupape à des situations d'infériorité qui évacue le négatif, mais qui du coup le déréalise. Et donc, ce que nous aujourd'hui on dit rire, c'est plus tant on va au carnaval, on boit bien et on fait du grotesque et on rit. C'est plus individuellement, on trouve des parades verbales pour rire d'une situation au final qui potentiellement nous a déplu, où on s'est senti en infériorité. Et l'humour va avoir beaucoup de succès à partir de la deuxième moitié du XXe siècle avec la société de consommation qui consomme le rire. Et donc, il va y avoir le métier d'humoriste, qui est d'abord un métier masculin, qui va reprendre tous les stéréotypes conjugaux, etc., qui faisaient déjà rire au Moyen Âge, mais qui vont les mettre en scène un peu différemment. Et puis, les femmes humoristes vont quand même être de plus en plus présentes. C'est intéressant parce que elle trouve que les femmes humoristes mettent davantage de situations personnelles dans leurs sketchs, mais avec cette explosion de la consommation de l'humour, bah en fait, on va avoir une standardisation du rire. Et donc, on va rire de plus en plus de la même chose. Et donc, le rire va être de moins en moins subversif, de plus en plus consommateur. Pour autant, Hmm. elle conclut que le rire est une ultime conquête d'un programme féministe qui revendique créativité, liberté et pouvoir, mais aussi le signe d'une révision à la baisse de ses revendications. Et c'est pour ça, après, elle a un certain âge, cette historienne, donc je pense que, Oui, voilà, ouais. voilà, elle C'est a un un point de vue. féminisme d'une certaine date, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, elle a connu, je ne sais pas si elle a participé, mais elle a connu l'époque où le féminisme devait être sérieux et qu'on ne Ouais, riait pas de certaines situations. ouais. Et donc, je pense qu'elle n'a pas le même point de vue sur le fait que bah, maintenant, on va rire d'une situation d'infériorité. En tout cas, pour elle, voilà, c'est une révision à la baisse des revendications parce que ça Mhm. banalise les situations et que au final, une fois qu'on en a ri, on a évacué le sujet sans le traiter vraiment, quoi. Et donc, elle conclut là-dessus, mais elle dit pas que on peut pas rire de ces situations-là, hein, elle dit pas ça, mais elle pense que cette conquête du rire, c'est une victoire, mais c'est pas une victoire totale, quoi. Voilà. J'ai Ouais, terminé. c'était un truc qui me traversait l'esprit, justement, enfin, pas forcément en question, mais c'est un truc qui m'avait traversé l'esprit, justement, mon exposé sur vis-à-vis des revendications en général, la place du rire dans ces choses-là, et notamment dans l'époque moderne. Oui, Mais donc bon, elle conclut globalement là-dessus. Donc, ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de conclusion. C'est là où je te dis, l'organisation de son bouquin m'a surprise. Je veux pas, je me permets pas de juger. Moi, je suis une simple lectrice. Le seul jugement que je vais avoir, c'est vis-à-vis de la maison d'édition. On n'en peut plus des notes de bas de page qui ne sont pas en bas des pages, mais qui sont à la fin du bouquin.
Je C'est déteste ça aussi. ah, c'est insupportable et en plus, enfin, c'est un bouquin d'histoire, quoi. C'est la méthode historique. C'est comme si, on évacuait tout ce qui est, je sais pas moi, calcul dans un bouquin de maths. On mettrait tout à la fin. Pour moi, c'est invraisemblable et en plus, du coup, ça donne une sensation et du coup, je ne sais pas si elle est réelle, que c'était un bouquin très littéraire. C'est-à-dire que c'était quand même de l'histoire très littéraire, pas très incarnée. Et en fait, tu vois, elle a dit deux, trois fois qu'elle était allée voir les archives judiciaires, mais tu as l'impression que c'est même pas 5% des sources qu'elle a utilisées. Quand je regarde toutes les notes en fin de bouquin, cette impression-là reste, mais c'est sûr que quand on lit et que les notes sont à la fin du bouquin, on va pas systématiquement tout voir. Et du coup, bah, on retient surtout les mêmes auteurs, d'autant plus que bah, je ne l'ai pas dit, mais elle a fait le tour Ouais. des grands auteurs. Elle a beaucoup parlé de Boccace, de euh, Christine de Pisan, de Marguerite de Navarre, et puis ainsi de suite. Hein, elle vient jusqu'au XXe siècle. Donc elle... Mais du coup, voilà, moi j'ai eu cette impression-là, mais je ne sais pas si c'est à cause de la maison d'édition ou si c'est un fait, qu'elle a fait surtout une histoire littéraire. Et il n'y a pas de conclusion, dans l'introduction, il n'y a pas de réflexion sur les sources. C'est moi qui ai fait un bilan. Enfin, quand j'ai dit ces sources sont davantage littéraires, c'est parce que c'est en ayant tout lu que je peux le dire. Elle a une construction du bouquin qui n'est pas classique dans la démonstration historique. Elle est vraiment dans plein de petits chapitres un peu réflexifs, quoi. Ce que j'allais te demander, c'est finalement un peu compliqué. Donc, tu avais fait, toi, un peu un ordonnancement pour que ce soit simple à la retransmission, en tout cas de ta lecture, pour des gens qui ne l'auraient pas lu ou qui l'auraient lu, ou en partie, etc. Mais en définitive, c'est donc pas agréable de le lire de bout en bout. Finalement, tu as quand même pu voir une espèce de trame, même si tu l'as peut-être donc pas reprise. Qu'est-ce Alors, sa que tu thèse, en elle est claire. conclus vraiment de l'organisation? Sa Alors, la, thèse, la thèse, même ouais. dans ton exposé, elle ressort bien, mais sur l'organisation, est-ce que ça dessert un peu donc potentiellement sa thèse ou Moi, je trouve qu'est-ce que que tu en penses? ça crée de la redondance. Tu vois, la Ok. bienséance, elle Peut-être parce qu'il revient n'est pas 300 000 destiné à fois. être lu d'un bout à l'autre non plus, c'est peut-être pour ça. Ben, je t'avoue que si je n'avais pas eu cette deadline, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps pour le lire et je pense que je l'aurais lu un peu plus en mode grignotage. Et donc, du coup, les Bah, ouais. redondances, peut-être, c'est juste des réactivations. Mais je sais pas si on écrit souvent en se disant, bon, bah, ce bouquin-là, j'écris un bouquin qui va être lu 10 pages tous les 3 mois. Tu vois, est-ce qu'on. Je sais pas si on fait ça, mais. Non, mais il est peut-être prévu aussi que les jeux. Enfin, d'un point de vue côté chercheur, là je le vois bien, je lis pas toujours tout d'un trait non plus, et tu as des textes qui parfois sont pratiques pour ça, où le chapitrage est un peu prévu ainsi, où tu vas prendre ce qui va t'intéresser pour après peut-être revenir un peu sur l'avant ou l'après, ou sur Ouais. d'autres parties. Mais, euh, mais c'est vrai que, je sais pas, d'un point de vue éditorial, n'ayant pas encore vécu ça, et peut-être un jour, mais pas encore, comment c'est planifié, comment c'est discuté, et comment finalement, effectivement, la décision est prise peut-être du côté éditorial après, sur on garde cette organisation-là parce qu'elle se destine à tel public, par exemple, qui serait peut-être Mm. plus de chercheurs qui vont peut-être pas le lire d'une traite. Je me rends pas compte à ce niveau-là du tout sur les réalités marketing, sur les réalités juste de vente, donc, ou les réalités juste de propos et de l'utilisation et de ce qui semble plus pratique à l'approche de l'ouvrage aujourd'hui. Je me rends pas du tout compte. Bah, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça a été un choix parce que tu vois, les chapitres sont pas numérotés. Ok. Donc, je pense que clairement, elle déroule une pensée, mais bon, bon, après, bon, moi j'ai eu un peu le préjugé sur, bah, c'est une dame qui est âgée, donc elle est reconnue, et souvent, quand tu es en fin de carrière et que tu publies toujours autant, j'ai l'impression qu'on te laisse beaucoup plus de liberté Hmm, éditoriale et que possible aussi. tu abordes des sujets historiques aussi plus librement en termes de méthode. Et tu vois, un jeune chercheur il aurait été obligé de justifier ses sources.
et pourquoi il y a un gros biais représentation littéraire, même si à la fin elle parle du cinéma et tout, hein, elle parle du personnage de la vampe et tout, c'est intéressant, mais c'est 90%, c'est les grandes œuvres et on analyse des bouts de chapitre, c'est l'analyse d'une œuvre. Tiens, tel personnage féminin, Colette, machin, chez chez Marguerite de Duras, bidule, enfin tu vois, et donc il y a un côté très, ouais, analyse littéraire. Et je suis désolée, le temps Euh, que j'ai fait je t'en prie. mon truc, j'ai pas lu le chat et je vois que Hedgehog. Non plus, parce que j'écoutais attentivement. Le Il y flux avait, il est y a eu un haché de petit, mon côté, mince. Bon, il y a eu un petit hachage là au milieu, vraisemblablement. Ouais. ouais. Mais oui, mais c'est parce que c'est ce qu'on disait sur Alain Corbin, je pense, la dernière fois aussi, sur ces auteurs-là et Oh là, c'est ces encore plus, hein. autrices-là, Ouais. Mais oui, j'ai où eu c'est un peu ce justement peut-être un peu sentiment-là. plus libre. Hmm. Enfin, donc ça me rappelle un peu ce qu'on a pu dire, ou ce qu'on peut, le ressenti qu'on peut avoir sur des ouvrages d'auteurs comme ceux-là, qui sont peut-être plus libres à la fin de leur carrière, parce que bon, bah, le propos, a priori, sera cohérent, et on ne discute pas de leur sérieux, donc on est peut-être moins derrière sur une partie de la forme aussi. Et aussi parce qu'ils partent du principe que parfois les lecteurs les connaissent ou savent, et donc, ouais, peut-être peuvent s'y retrouver autrement. Ouais. Et après, je pense aussi que dans l'histoire des sensibilités, c'est vraiment compliqué d'avoir d'autres sources que des sources de l'élite. Elle parle un peu de la peinture justement avec toute l'histoire de il faut pas montrer les dents, tu le vois complètement dans les représentations picturales, mais, euh, mais en vrai, c'est compliqué quoi de varier ses sources comme ça. Oui, bien sûr, Je pense que bien c'est sûr. aussi. Mais j'ai. Je le propose pas de suite, mais j'aimerais lire un bouquin sur l'histoire de la haine que je proposerai pour savoir si j'en fais un compte rendu. Je verrai bien si c'est un peu le même genre de bouquin ou pas. Après, bah, tu vois, l'histoire du silence, c'était encore pire. C'était vraiment, pour moi, c'était une floraison de citations. C'est pas ma manière de lire. Ça m'a fait vraiment penser à des bouquins type 19e, où en fait, le but, c'est que tu aies Hmm, une matière à penser et à recracher de la culture, tu vois, mais pas mhm. une analyse historique. Moi, ça, c'est vraiment, j'avais eu ça. Après, j'ai lu d'autres bouquins d'histoire des sensibilités, mais un peu pas transversaux comme ça, beaucoup plus monographiques. Que là, vraiment, quand tu traverses Ouais, les époques, c'est compliqué aussi. Moi, je pense que ouais, c'est oui, bien sûr. lié tant au statut de l'autrice que à son sujet, mais du coup, j'hésite parce que tu vois, franchement, Histoire de la solitude, ça me tente énormément. Et je me dis, si elle écrit de la même manière, je pense que je serais très frustrée et en même temps, elle peut pas inventer ses sources. Donc, je pense que ça mériterait que j'aille le feuilleter avant de l'acheter. Parce que franchement, Histoire de la solitude, même la rupture amoureuse, ça peut être hyper intéressant, hein. Mais voilà. Oui, c'est toujours des objets super, hein. Ouais, 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 c'est des objets super chouettes. Et Jock, n'hésite pas si tu as des questions à poser. Et Albatana, je sais pas si tu en as d'autres ou si tu as des Bah, commentaires à faire. moi, ce qui est marrant, c'est que l'exposé que tu en as fait m'a fait penser globalement à un peu la même, la même trame historique sur, en fait, globalement, je crois tout ce qui entoure la bouche des femmes. Et en fait, parce que je crois qu'on pourrait faire quasiment la même histoire sur la nourriture, en fait, et les femmes, et le fait de juste de manger. C'est un peu la même, les mêmes codes, je pense, qui sont établis sur une étiquette à table, seule ou en compagnie d'hommes ou en compagnie de femmes. Et que globalement, si on va sur l'histoire des représentations des sensibilités, c'est pas ce qui est le plus mis en avant, et même encore, je pense, aujourd'hui, en réalité, d'avoir des femmes à table qui font des gueuletons ou juste qui mangent parce qu'il faut manger, et qui ne sont pas ordonnancées par des codes sociaux très très précis et stricts. Et enfin, c'est un peu ce qui m'a traversé l'esprit avec ton exposé sur, je pense que c'est à peu près pareil sur l'alimentation et sur les repas. T'as Et complètement raison. possiblement, parce que c'est, je pense, aussi lié aussi à l'idée d'appétit sexuel, enfin d'un appétit qui ne serait pas juste Exactement. matériel. Exactement. De toute manière, Et je suis certain que c'est la même chose. ben alors, elle fait le lien notamment parce que dans toutes les théories qui nous viennent de la Grèce antique, le haut et le bas de la Mhm. femme sont reliés directement, hein.
Donc la femme évidemment. ogresse, c'est la femme qui veut des relations sexuelles. C'est Mmh. c'est tout complètement vrai. Elle a un passage où elle fait le lien. Elle fait également le lien justement avec, beaucoup plus actuel, hein, bah, toute la mode qu'il y a eu sur les bouches pulpeuses, dont on voit les dents un Ouais. petit peu. Et du coup, là, elle passe par le figure de la vampe et de sa bouche. Et en fait, la bouche Mmh. est extrêmement. Ouais, 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 c'est lié à l'histoire de la bouche. Elle fait pas une histoire très physique de la bouche, mais elle fait les liens assez régulièrement, complètement. Complètement, t'as raison. Oui, parce que toutes les figures, que ce soit les Ménades, si on revient sur la Grèce antique, qui sont un peu les seules femmes un peu libérées, qui sont un peu complètement folles et qui, veulent dévorer et déchirer les corps des hommes et qui sont, complètement hilares et ou que ce soit, un peu plus, après un peu plus récemment, enfin même les figures de vampires C'est féminines ça. généralement sont quand même beaucoup plus sexualisées. Bon, c'est parce que c'est des figures de femmes en général évidemment, mais il y a ça aussi, et sur, et sur des personnages littéraires, enfin oui, enfin les ogresses généralement, ont une espèce de d'appétit différent quand même d'un appétit des ogres, je trouve Oui, également. Je ne sais pas si on peut retrouver ça chez d'autres créatures un peu fantasmagoriques. Je ne sais pas par exemple si on trouve ça chez les géants et les géantes, chez Rabelais, mais je ne serais pas surpris que malgré tout, il y ait peut-être des petites différences qui peuvent ressortir oui, par contagion culturelle, même chez Rabelais, ah ouais, qui quand même bouscule pas mal de codes. Mais ça c'est pas, enfin pour Perrault en tout cas, ça je sais que c'est clairement le cas. Et on n'a pas d'héroïne féminine qui rit véritablement, hein. Généralement, je ne sais même pas complètement. s'il y a d'exemples vraiment d'héroïnes féminines, un peu une princesse plutôt, même dans d'autres contes, qui s'amuse et qui rit, en fait, ou ce n'est un rire un peu délicat et léger, parce que je crois que la Belle au bois dormant, c'est pas le rire, c'est la voix qu'on lui donne qui est extrêmement douce et tout. Mm. Donc c'est aussi lié, je pense, à l'idée de la voix en général. Et Bah, donc ouais, non, ça me prend pas du tout. apparemment, le côté la princesse est un peu plus intelligente que le héros et elle peut rire et tout. Apparemment, c'est écrit que par des femmes. À cette époque-là, c'est pas écrit par des hommes, et c'est là où c'est un peu subversif. Ça me fait penser Mhm. à, bah, donc au lien avec la sexualité, il y a, comment il s'appelle déjà oh, il est Foucault. Casanova, qui serait resté, je crois, 10 jours de plus à Venise parce qu'en passant dans une rue, il a entendu un Mhm. rire et il a pas trouvé à qui appartenait ce rire, mais il aurait voulu retrouver la nana pour avoir des relations avec elle et tout. Donc il y a vraiment tout un côté Ok. hyper fantasmé Ouais. et qui est lié à, en fait, c'est l'ouverture de la bouche. Et il y en a plein qui font la femme qui rit, c'est la femme qui va accoucher, le spasme, d'où vient ce Mhm. spasme, enfin voilà. C'est vraiment. Mais ça, depuis l'Antiquité, hein. Donc, ouais, 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 t'as complètement raison. Ouais. C'est lié aussi Et à la sinon, nourriture. vas-y. Non, Et sinon, ouais, l'autre truc, c'était effectivement qui m'a traversé l'esprit, mais tu l'as abordé, c'était l'importance de s'amuser, de pouvoir rire et d'une réappropriation de la chose dans l'idée de lutte et de et d'opposition à des systèmes. C'est vrai que c'est un peu, c'est toujours un débat qui a eu, pas spécialiste du tout, mais sur toutes les vagues féministes en général. Et bon, bah ça finalement tu l'as abordé toi-même, parce que l'autrice aussi l'aborde, mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui est aussi encore récurrent aujourd'hui sur est-ce qu'on peut rire, est-ce qu'on peut s'amuser pour pouvoir lutter, pour mm, pouvoir se réapproprier des choses, pour vraiment. Il y a toujours des limites un peu particulières ou des frontières ou du moins voilà, des espaces sur lesquels on peut pas trop aller. Et c'est vrai que c'est toujours particulier vu que c'est un aspect parfois très personnel uniquement et parfois pas. C'est difficile de pas en réalité sortir d'un cadre personnel pour justifier ce genre de choses. Mais en fait, c'est un truc ouais, qui est extrêmement présent dans pas mal de luttes. C'est aussi présent même pour des aspects sociaux et raciaux généralement de qui peut rire de quoi et comment rire de quoi et qui on fait rire surtout. mm. Pour le coup, j'ai encore vu des vidéos TikTok qui essaient de décortiquer le sujet sur les blagues actuelles de certains humoristes ou alors Ouais, justement sur Twitch de streamers, etc. Et qui disent, vous vous rendez compte, il y a des blagues qui sont faites qui sont un peu limites, ça donne la main à l'extrême droite, et t'es là genre, ouais, c'est un vrai débat. j'entends, mais c'est un vrai débat, mais en même temps, enfin, si c'est des personnes concernées qui peuvent rire d'eux aussi, enfin, je veux dire, où est-ce qu'on place les limites, qu'est-ce qui est vraiment gênant, qu'est-ce qui dessert la cause, enfin, c'est plus compliqué que ça.
Ça Et ça donc il y pose a aussi même au sein de l'humour, au sein de la lutte ouais, vas-y. ouais, ça pose aussi la question de est-ce qu'on peut militer et être un peu, détendu, quoi? Oui C'est et bah, il y a l'exemple actuel où effectivement, genre, tout ce qui est, tout ce qui est, on va dire, l'univers du drag et cetera, qui se veut subversif et qui se veut drôle ou l'univers du cabaret en général, qui se veut un retournement de certains codes et cetera, qui peut être très sérieux, mais qui peut être aussi très léger et qui il y a parfois aussi besoin de ça et je sais que c'est un argumentaire qui est souvent mis en avant pour, ces communautés-là et ces espaces-là particuliers. C'est aussi, je sais pas, c'est aussi une question qui traverse généralement, l'idée des gay pride, des choses comme ça complètement. de où Il est-ce faut qu'on être place festif. l'amusement, la Mmh. légèreté? Ouais, est-ce qu'il y a besoin de moments? Est-ce qu'on est obligé donc par des moments d'obliger certains espaces, certains événements à ça? Est-ce qu'on peut le vivre différemment? Enfin, c'est très particulier à théoriser et à vouloir uniformiser évidemment, et c'est jamais une bonne chose en fait de l'uniformiser, de le théoriser complètement trop. Donc c'est vrai que sa conclusion, je l'entends, mais elle est liée à effectivement quelque chose d'un peu ancien dans certaines vagues du féminisme, parce qu'il y a aussi d'autres sujets sur la légèreté de la sexualité par exemple. Ouais. Et en réalité, c'est encore présent, encore aujourd'hui, avec des gens plus jeunes qui se posent des questions sur d'autres objets de recherche ou d'un point de vue intersectionnel sur plein de sujets, dont le féminisme. Mais, excuse-moi. Pas de souci. Mais c'est... Ouais, donc c'est ça qui est marrant, c'est bien que ce livre-là soit dans le corpus général sur ces réflexions-là, parce que c'est encore extrêmement présent Et et ça concerne maintenant parfois différents espaces qui se croisent. un argument, qu'elle l'utilise pas comme argument, mais c'est un passage de son bouquin, c'est en fait, donc, le comment dire? Le triomphe de la société bourgeoise, c'est, la fille ne rit pas et cetera et en fait, quand on voit et ça c'est une de ces sources que j'ai vraiment je me suis dit: «Ah trop cool». Bon, ça a pas duré longtemps, mais elle est allée voir les journaux intimes, du 19e siècle de jeunes filles bourgeoises, qui C'est une ah, très bonne c'est fois. super, ça, c'est super et donc en plus, il y en a pas mal et puis il y a enfin bon, il y a pas mal de bouquins d'histoire qui commencent à sortir en ayant vraiment ces sources-là, centrales et je trouve ça hyper intéressant parce que donc c'est des livres qu'elles écrivent, pour elles-mêmes. Il y a pas du tout de volonté de diffusion et quand elles écrivent en étant adolescentes, il y a vraiment le shift dans leur écriture sur, ce qu'elles sont et ce qu'elles se comportent, face à la parentalité. Et donc là, elles sont dans les codes et dès qu'elles sont seules. Et donc il y a tout un passage où elle dit qu'en fait, il y en a qui racontent que une fois qu'elles se retrouvent toutes seules dans leur chambre, et ben elles rient. Elles se déshabillent, elles rient, elles font les pitres, paraît-il. C'est-à-dire qu'elles vont sauter un peu dans tous les sens, elles vont, elles vont, elles vont relâcher toute cette tension de tiens-toi droit, tais-toi, souris, mais montre pas tes dents, machin truc. Et donc elles ont des accès un peu de rire un peu fou, mais qui les vide quoi, de toute cette tension-là. Et deuxième chose dont elle témoigne dans pas mal de journaux intimes, pardon, et ben c'est quand elles se retrouvent entre elles, entre jeunes filles bourgeoises, etc., Mm. elles abordent les interdits, parce qu'elles finissent quand même par se demander ce qui va leur arriver une fois qu'elles seront mariées, hein. Sauf que il y a le tabou de la société bourgeoise qui est on n'explique rien à une jeune fille et elle se débrouillera toute seule. Et ben du coup, en fait, elles abordent tous ces tabous et pour aborder ces tabous-là, elles passent par le rire. Et donc, il y en a qui racontent qu'elles font des croquis du sexe masculin tel qu'elles se l'imaginent, elles se font des petits paris, et en fait, elles vont être dans la Mm. bouffonnerie, mais en fait, pour aborder des choses interdites, mais qui vont être centrales dans leur vie, quoi, parce qu'on les destine à être des mères, c'est tout. Et donc, voilà. Et donc, le rire, alors, au moment où on pense, et donc ça, c'est vraiment très époque moderne, mais époque contemporaine, pardon. Mais au moment où on pense les questions féministes sous le prisme de la lutte, c'est vrai que c'est très sérieux. Il y a la colère, il y a l'injustice, tout ça. Et donc le rire est évacué. En fait, le rire arrive quand on se détend un peu, quand il y a eu des victoires. Et donc là, voilà, l'autrice dit, bah, Mm. peut-être que le rire est quand même un peu un échec. Mais et en fait, avant d'avoir ce prisme de c'est une lutte,
en fait, ces jeunes filles, elles sont déjà en lutte, simplement, c'est pas conscientisé mais elles sont déjà en prise avec les tabous et les codes de leur classe sociale. Elles ne les respectent pas, elles en ont très bien conscience. Et en fait, bah, pour réussir à le faire, elles passent par le rire. Et donc, en fait, peut-être qu'on peut en conclure que bah, le rire, il arrive avant la lutte quand même. Il arrive quand on se dit pas féministe, on se dit pas, mais juste on essaye de survivre, de se poser des questions sur soi, ne serait-ce que pour derrière vivre de la manière la plus agréable possible, quoi. Donc ouais, ça c'est assez intéressant le côté toutes ces jeunes filles bourgeoises très bien sous tout rapport et qui se permettent de rire. Et un lieu où les parents ne peuvent pas aller les chercher et les jeunes hommes se font plein de fantasmes là-dessus, c'est quand elles se retrouvent à l'église. Elles se retrouvent entre elles, entre jeunes filles, et elles rient sous cape, ce qui provoque beaucoup de Mmh. fantasmes chez les jeunes hommes et ce qui provoque beaucoup de colère chez les parents. Et donc voilà, elles ont quand même des moments comme ça. Et c'est de la lutte, hein, Mmh. même si c'est pas conscientisé, quoi. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. OK, OK, non, en termes de réaction, de réflexion qui ont pu me traverser l'esprit, des choses aussi que tu as abordées finalement, là, j'ai rien tout de suite sur l'organisation, sur les buts, sur, la nourriture, c'est vraiment les 3 gros points. Hem, non, la question c'était ouais, effectivement, ça te donnait quand même envie de lire d'autres choses et quoi qu'il arrive, ça si tu avais répondu, parce que bon, bah, tu ouvres en tout cas, l'intérêt et la curiosité, peut-être au moins, peut-être pas pour celui-ci, mais pour d'autres choses qu'elle a pu écrire. Donc c'est chouette. Est-ce que ça t'a donné envie de lire la littérature, qui a pu être évoquée, par exemple, ces exemples et cetera, qui soient, dans le sens de son argumentaire, certaines autrices, donc j'imagine notamment, ou pas d'ailleurs, avec certains auteurs qui malheureusement n'ont peut-être pas aidé dans l'histoire du rire des femmes. Bon, alors là, c'est le moment où je fais grave ma belle. J'en connais, c'est pas mal. Mais parce qu'elle prend les grandes figures Tu littéraires. peux. Mais bien sûr. Et par exemple, moi j'ai dû lire, par exemple, moi j'ai dû lire, je crois, j'ai dû lire qu'un seul roman de Colette. Je sais même plus lequel. Faut que je regarde ma Ah bibliothèque. Je suis pas dans mon ben, comme agenda. toi, Colette, je Mais me tu suis vois, dit, genre, c'est un grand manque par dans ma exemple, culture. par exemple, mais c'est un grand manque dans ma culture. Donc tu pourrais dire, ah bah tiens, c'est vrai que bah, j'ai pas lu Colette, beaucoup ouais. de Colette et ça me donne envie d'en lire. Alors, je vais dans ma chambre, je sais même plus je crois que le frigo Alors, est en même pas vrai, forcément tout ce dépouillé. qui J'ai est... Sido de Colette et j'ai Claudine 120. Et j'ai dû lire Sido, mais j'en garde pas un souvenir précis, donc il faudrait que je le relise, donc, pour te dire. Donc par exemple, Ouais. ça peut aussi amener ça parfois, ce genre de recherche. Est-ce qu'elle y parvient, ou du moins est-ce qu'elle y est parvenue avec toi? Bah, moi, j'étais contente. C'était pas le but de ma lecture, mais quand j'ai compris comment elle fonctionnait, tu vois, elle a fait son analyse rapide de Pocahontas et de comment, dans l'Heptaméron, on va reprendre cette chose-là en renversant justement le rapport des genres. Donc ça m'a Mhm. fait plaisir, mais ça fait plaisir parce que tu connais l'œuvre. Moi, j'ai lu les deux. Mhm. J'étais jeune, il y a beaucoup de choses qui me sont passées à côté. Et encore aujourd'hui, si je les relis, vu les offres que c'est, il y a pas mal de choses qui me passeraient à côté. Et donc, il y a ce côté un peu, ah, je connais. Pareil, elle a fait tout un point sur Nana dans Zola. Bon, bah, c'est le dernier bouquin de Zola que Oui. j'ai lu. Ça m'a fait plaisir. Donc, il y a ce côté-là. Et là où vraiment je me suis dit, j'ai zéro culture, c'est quand elle a parlé du cinéma, hein. Et j'ai zéro culture Ah, est-ce que cinématographique. ça t'a donné envie de voir certains films? Parce que Oui, l'imaginaire des vents a permis des oui. œuvres absolument incroyables. Alors, t'es pas obligé de te taper les 16 heures de Louis Feuillade ce que j'ai dû faire quand j'étudiais encore le cinéma, les 16 heures de Feuillade en muet. Mais, euh, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'elle y parvient en tout cas à susciter cet intérêt-là Oui, aussi, ce qui est, de mon point de vue, assez important aussi d'un point de vue d'un historien, c'est de dire genre, ah bah tiens, je suis curieux d'aller voir peut-être pas forcément les sources les plus compliquées pour des néophytes ou des gens qui ne sont pas forcément dans la recherche, etc. Mais au moins se dire, ah tiens, je vais aller essayer de me renseigner sur le sujet pour voir mon avis et ou comprendre mieux ce qui peut être dit, bah franchement, ce qui est, je trouve, quelque chose de bien chez un auteur de recherche. oui. Bah là où vraiment je me suis dit, je ne savais pas, je ne connaissais pas, mais j'ai envie de savoir, c'est les contes de fées écrits par des Ah, écrivaines du rien que La Belle et XVIIe la Bête, siècle. déjà, tu peux commencer par ça. Ouais, mais vraiment, tu dis, ah, ben c'est fou. Ah, le côté, c'est un Mhm. genre qui est né que par des plumes féminines. Bah, je savais pas, en fait. Moi, dans ma tête, tous les genres littéraires,
était passé d'abord par la matrice masculine, en fait. Donc là, ça, c'est le genre qui me donne le plus envie. Après, oui, il y a des auteurs et des autrices. Pareil, celui que j'ai nommé, je le connaissais pas sur l'égalité des sexes. Et lui, je Moi non connaissais plus. pas du tout. Et du coup, voilà. Je me suis dit, bah, si un jour j'ai le temps, je le lirai. Mais je vais pas non plus l'utiliser pour aller chercher des bouquins en particulier. Mais par contre, les contes de fées, je pense que je vais. Je, c'est pas de suite, mais je vais finir Trop bien. ouais, par en bouquiner. Et ouais, je suis en train de me dire que du coup, j'ai pas fait un gros point sur le rire amoureux. Mais bon, j'ai parlé des courtisanes et tout, mais Bon, voilà. lui, ce qui est C'était un le peu truc le proche plus quand connu, je même. pense, hein, le rire qui est une invitation, tout Oui, ça, voilà. oui, oui, oui. Et puis, enfin, historiquement, c'est moins. Je pense que c'est moins mis en avant comme une forme de connivence et d'intimité C'est que, ça, un consentement, quoi qu'il arrive, etc. une forme de consentement et toujours sur un rapport de domination en C'est réalité, ce ça. qui est donc assez triste. Parce que ça peut aussi, n'est pas forcément quelque chose d'évitement ou d'invitation, mais ça peut aussi être Mm. un signe que les choses peuvent aller bien, C'est normalement. ça, Si mais on c'est ne un... rigole pas dans un couple, c'est problématique quand même. Je Ouais, pense que historiquement, ça a toujours été un peu le cas. c'est ça. Et puis, mais notamment dans la séduction, le rire de séduction et tout. Et là, tu vois, tous Hmm. les fantasmes des hommes. Parce que donc, on dit à une Ah femme bah, qu'elle doit sourire, qu'elle doit rire on léger, les connaît. qu'il faut pas avoir un rire trop corporel parce que c'est sexuel. Et en même temps, dès qu'elle Hmm. sourit, c'est ah bah je peux la pécho, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, Oui, 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 bon. c'est toujours la femme. Ça, Zola n'a pas aidé et Balzac non plus, Non, malheureusement. ouais. Et là, mais c'est toujours le côté, la femme, si elle se plie au code, il y a un moment donné, tu le ressens vraiment, si tu te plies aux codes qui sont attendus, mais en fait, t'es forcément, tu peux être interprété comme il faut, ou un peu trop, qui se prend un peu trop intelligente et donc qui est une pédante inintéressante, ou, ah bah en fait, elle a envie d'une relation, tu vois. Et il y a ce côté piégeux dans justement bah, toute la codification bourgeoise mais en fait, même en suivant à la lettre, selon ce que l'homme projette sur toi, t'es soit ce qu'il faut, donc on va dire assez neutre, soit t'es une conne, soit t'es une salope. Désolée pour les mots, je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots-là Oui, sur Twitch, oui, non. mais voilà. Moi, j'allais dire clairement qu'effectivement, on en revient toujours à la même chose, c'est que quoi que tu fasses, c'est toujours une PUTE. Voilà, c'est ça. C'est même On en si est tu montes toujours. pas tes dents à un moment donné, oui, bon, il sourit tout le temps. Oui, mais on Voilà. lui dit qu'il faut jamais faire la Ah, tête. Ah ah, bon. elle a ouvert la bouche quand même pour me répondre, donc je crois que c'est une invitation. C'est toujours une question d'ouverture, hein, de toute façon, C'est généralement. exactement ça. Que ce soit un vêtement, que ce soit un mouvement, que ce soit vraiment. Voilà, c'est toujours sur ce rapport-là. C'est assez triste. Mais donc, oui, oui, non, tu avais bien balisé les choses déjà. En tout cas, pas besoin de forcément d'un immense point sur le rire Hmm. amoureux. D'ailleurs, je trouve que la couverture du bouquin, elle est très à propos. J'aime bien. Ouais, effectivement, bon choix. Hmm. Bon, alors, ce que je propose, c'est qu'on passe au prochain rendez-vous. Mhm. Alors, donc, selon des calculs très savants, nous nous retrouverons pour les annales lacustres le dimanche 17 août à 16 h. Et là, c'est le moment fatidique. Alvatanor, est-ce que t'es OK? Redis la date, excuse-moi, j'ai Le pas entendu. 17, C'est un. 17 est un. Ah oui, dimanche. pardon, c'est un dimanche également, évidemment. Oui, oui, je serai encore à Paris, puisque je serai normalement au festival Les Insinueuses, ce festival absolument incroyable de musique, de poésie, de littérature de manière générale à Saint-Nazaire. Je vous enjoins tous à aller découvrir leur programmation sur Instagram notamment. Hmm. Et j'y suis très très gentiment invité et c'est à partir de la semaine d'après, OK, donc jusqu'au dimanche justement. Mais donc le 17 c'est normalement le dimanche d'avant, donc je serai présent avec grand plaisir. super. Alors, je propose, comme d'habitude, 3 bouquins. Il y en a un qui, comme d'habitude, j'en ai laissé un de la dernière fois et c'était celui que Hedgehog pour lequel Hedgehog avait voté. C'est l'atelier occidental du terrorisme, les racines du mal de Didier Musilak, pardon pour la prononciation. Mhm. Je lis la 4e de couverture.
Et si l'Occident avait joué à l'apprenti sorcier, car loin de délivrer un message de paix, de liberté et de justice à un monde barbare, fait d'obscurantisme et d'archaïsme, nos démocraties et leurs visées impérialistes ont heurté tous les continents avec une violence parfois inouïe. Dorénavant, qu'elle provienne de Daesh ou d'Al-Qaïda, nous la subissons à notre tour, tel un véritable choc en retour. Pour comprendre le terrorisme et espérer en limiter les manifestations futures, il convient d'interroger les racines profondes d'un phénomène qui est, avant tout, une invention occidentale. En effet, dès le XVIIIe siècle, l'Europe, s'appuyant sur un impitoyable processus de déshumanisation des individus, se transforme en une véritable machine à produire de la destruction. Les deux guerres mondiales ne font que réactiver et amplifier ce funeste héritage qui atteint une perfection macabre avec les totalitarismes fascistes nazis ou communistes. Alors que les bases politiques et les techniques de la terreur sont solidement installées dans le monde, Didier Musidlak réexhume les origines de ce mal qui nous ronge et dresse l'histoire implacable du laboratoire occidental du terrorisme. Histoire de la violence. Histoire de la violence sur un objet Mhm. très contemporain, mais qui justement, je pense, peut remettre en perspective pas mal de choses. Ça peut être intéressant. Deuxième choix, j'en avais parlé la dernière fois, j'avais dit que j'aimerais bien faire autre chose que de l'histoire moderne ou contemporaine, et donc je suis allée dans l'histoire antique, et je vous propose de Francis Johannes, La chute de Babylone. On est en 539 avant notre ère. Je lis le résumé. Le 12 octobre 539 avant notre ère, en une nuit à peine, l'antique et splendide ville de Babylone tombe aux mains du roi perse Cyrus le Grand. Capitale déchue d'un empire qui s'étendait des rives de l'Euphrate à la Méditerranée et des monts du Taurus aux confins de l'Arabie, Babylone devient une cité de second rang pour le restant de son histoire. Francis Johannes mène l'enquête pour comprendre les causes de l'effondrement soudain de Babylone. Ce faisant, il décrit toute une civilisation, sa géographie et sa culture. Il fait revivre le roi Nabonide lui-même, tout comme ses sujets, notables urbains, hommes d'affaires, esclaves domestiques ou simples travailleurs au service des grands temples. Alors, j'ai choisi ça parce qu'on n'a pas encore fait de compte-rendu de lecture sur un livre événement. C'est un type d'histoire qui est revenu à la mode dans les années 2010-2015, notamment pour, on va dire, des anniversaires de grosses batailles, genre Marignan, tout ça, et qui a été quand même, qui a changé de méthode par rapport à l'histoire à l'ancienne, où c'est un grand événement et on nous dit minute par minute ce qui s'est passé, c'est tout, ou au contraire, on remonte pas mal dans le temps pour comprendre les causes, les processus, etc. Et on va assez loin derrière pour comprendre les conséquences, tout ça. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant comme compte-rendu de lecture. C'est un truc que j'ai pas encore fait comme type d'histoire. Voilà. Et puis l'histoire, Moi, je vote pour ça tout de suite. l'histoire de la Babylonie, à mon avis, est beaucoup moins connue que le monde gréco-romain. Donc en termes d'histoire Clairement. antique. Voilà. Ensuite, troisième choix, de Jonathan Metzl, Étouffer la révolte, la psychiatrie contre les civil rights, une histoire du contrôle social. Et donc, alors que le mouvement des droits civiques commence à embraser l'Amérique des années 50, les hôpitaux psychiatriques attestent d'une étrange évolution du diagnostic de la schizophrénie. Jusque-là réservée aux intellectuels et aux femmes au foyer blanches, la maladie devient soudain l'apanage d'une nouvelle catégorie d'individus, majoritairement des hommes noirs et en colère. C'est en se plongeant dans les archives de l'hôpital d'État d'Ionia, Michigan, que le psychiatre Jonathan Metz a fait cette découverte stupéfiante. D'inhibés qu'ils étaient, les nouveaux schizophrènes se voient qualifiés de belliqueux ou de paranoïaques, et parallèlement, sous la plume de grands psychiatres de l'époque, la schizophrénie devient une psychose de la révolte. Plus encore, l'abus diagnostique s'immisce dans le langage courant au point que même Martin Luther King ou Stokely Carmichael. Oh bah mince alors, je sais pas qui c'est. Stokely Carmichael. Comment tu dis? Je sais pas. Carmichael. Pardon. Il faut que je lise ce bouquin. Je pense que c'est Carmichael. Ok. À la Carmichael. française, tu dirais ça. Enfin, pour l'avoir déjà entendu, je pense que tu dois dire Carmichael à la Ok, française. Carmichael. Il faut que je lise le bouquin, c'est la preuve. Le reprendrons à leur compte, faisant de la schizophrénie une image de l'identité afro-américaine scindée en deux par l'hégémonisme blanc. Dans cet ouvrage passionnant, Jonathan Metzl
met au jour un racisme institutionnel d'un genre nouveau, l'instrumentalisation de la psychiatrie à des fins de domination des populations. Un ouvrage plus que jamais nécessaire à l'heure où l'urgence de déconstruire toute forme de racialisation apparaît de façon toujours plus éclatante. Ça me dit Bah, bien je mets mon aussi, hein. vote tout de suite. Ah, tu mets ton vote. Ils ont l'air bien, hein. Bon, sachant que c'est pas un historien, c'est un psychiatre, mais je pense quand même que ça vaut la peine. Change. Ça change, c'est. Non, c'est un argument sympa, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est. Puis ça, voilà, ça part là pour le coup, on va être dans de la pratique, on va pas être dans. Les sources vont être vraiment des sources de médecins, tout ça, Mm. ça va être intéressant. Voilà. Mes trois propositions. Gros dilemme, n'est-ce pas? Alors, Alba Tanner, 2, 3, 1. Je veux bien de la violence, mais plutôt ancienne ces jours-ci. Ok, je conçois tout à fait. J'ai besoin de douceur. Ça fait quelques mois que j'ai besoin de douceur. Ouais. Mais bon, Babylone et tout, c'est quand même des régions Ah, c'est vrai que des j'ai époques pris qui m'ont que des toujours bien sujets attiré. violents. Bah ouais. Non, mais c'est pas grave, hein, on te connaît, Tam, hein, mais, Ouais, ouais. et on me connaît aussi, hein, mais franchement, là, depuis quelques temps, j'ai vraiment besoin d'un peu de douceur de temps en temps. Là, je suis encore un peu sous un trauma d'être revenu. Voilà, j'ai envie de trucs un peu anciens. Genre, voilà, c'est horrible à dire, genre, je suis content d'avoir peut-être un peu d'exotisme aussi, et pas forcément penser encore là au monde occidental. Je ne Oui, sais pas. oui, avoir Donc, un sujet plus éloigné de nous. Ah, moi, voilà, je serais l'éloigner tellement contente géographiquement et de. temporellement, ça me fera du bien, je Ouais, pense. je comprends. Et la région, je l'aime beaucoup depuis l'avoir étudié un peu en histoire de l'art, en commençant mes études d'histoire de l'art. Ça a été une grosse découverte pour moi et j'apprécie toujours énormément, énormément ces régions-là et ces époques-là. Enfin, Ouais. ces régions-là à ces époques-là, en tout cas. Et donc, je suis toujours content d'en apprendre plus. Bah, moi, j'avais lu et fiché la Mésopotamie antique chez Belin Sup. Il y a notamment Francis Johannes qui a contribué. Parce que c'est Mhm. un professeur émérite, donc il a pas mal écrit. Et franchement, c'est hyper intéressant. Alors, Jog, 1, 3, 2. Vous m'aidez pas, hein? Toi, tu voulais le 2 à la base. Non, franchement, j'avoue que les trois, comme Je sais. d'habitude, les trois En tête à m'intéressent. la. Et sache que je ne possède pas le deuxième, mais je vais le posséder. En plus, il coûte Oui, trois oui. fois rien. Non, non, de toute façon, le choix te revient et en fait, a priori, on serait d'accord avec Hedgehog sur le 3 en termes d'intérêt. Peut-être Ouais, qu'on irait plus vers le vous 3 avez si on doit raison. montrer enfin, un esprit Conciliant, un ouais. peu, ouais, voilà, ouais. Complètement, parce que déjà la dernière fois, j'avais pas du tout pris en compte le Ah choix de non, bah, Hedgehog, non, qui bah, était déjà le premier. non, puis Euh, on avait aussi pensé, ah bah, auquel cas, oui, peut-être il voulait, c'est vrai qu'il voulait déjà le premier, donc on peut peut-être finir vers le premier aussi. Non, Mais mais c'était là, aussi faire une un question truc de plus pour pas se répéter consensuel. peut-être aussi, mais vraiment, à ta guise, les trois ont des arguments Bah, ce que je tout à fais, fait c'est que je recevables. prends le troisième, vu il est tous les deux. Mhm. Voilà, c'est plus consensuel par rapport à la Les, dernière là, fois. les deux sont un peu plus en avant, peut-être. Voilà, et ce que On je peut voir l'ai. ça comme ça. Mais le premier m'intéresse aussi, hein, évidemment. Bah, ce que je fais, c'est que la prochaine fois, je laisse les deux autres et je ne change qu'un seul en proposition. Comme ça, Et ben voilà. comme ça, nous sommes d'accord. Ouais, on fait ça? Ça te va, Hedgehog? C'est pas un souci, on cherche un consensus. Ok, bah parfait. Donc, je prends le troisième, étouffer la révolte. Vous savez quoi? C'est le moins long. Donc, c'est parfait. Eh ben, écoutez, encore une fois, ça a été un plaisir. Merci Mhm. beaucoup pour ton écoute active et tes questions toujours très pertinentes. Je vais mettre ça sur YouTube. Et voilà. Mhm. On se retrouve bientôt. Ah oui, ah pardon. Attention, je prends ma feuille parce que sinon j'oublie toujours. Pour rappel, lundi 21 juillet à 19h30, c'est le prochain pavé dans la mare avec les enfants de Sainte-Marguerite Dante Tomic. Si jamais vous voulez vous joindre au club de lecture, c'est avec plaisir. Et bien, paraît-il que ça fait sourire. Est-ce que ça fait rire? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait rire en montrant les dents? Je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est pour le prochain rendez-vous. Et donc le suivant, ce sera
le 17 août à 16 heures pour Étouffer la révolte de Jonathan Metzl. Et la prochaine fois, pour Un pavé dans la mare, on va discuter sérieusement de la mise en place des arpentages littéraires pour la prochaine saison. Et j'ai vraiment hâte. Sur ce, je vous Parfait. dis à tous une très bonne journée, une très bonne fin de journée, Une très bonne semaine. une bonne semaine, bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Mm. Et voilà, hein. Au revoir à tous. Bah, au revoir à tous et à bientôt. Merci à tous.